Donc plongeons sur cette table ronde, donc avec nos trois invités, Geoffroy tout d'abord, avec Blandine Mullier et puis avec François Asselin. On s'était réunis au Bernardin pour lancer un peu cette réflexion sur l'économie du bien commun et on voulait maintenant reprendre ce débat avec toi et se dire donc toi qui te revendique et qui assume d'être libéral dans l'âme, au sens de la liberté d'entreprendre, est-ce qu'on n'a pas un peu touché les limites d'un modèle ultralibéral dans une économie globalisée quand, en fonction des statistiques, quand 15, 30 ou 50 milliardaires réunissent autant d'argent que 50% de la population mondiale la plus pauvre? J'ai combien de temps? Bon, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Bravo Philippe pour ce rassemblement, c'est vraiment très impressionnant. Alors, la limite du libéralisme, on peut la poser de deux manières. On peut la poser de manière un peu morale, éthique, tu l'as pris par l'angle des inégalités. Oui. On peut aussi la poser de manière rationnelle, efficacité. Est-ce que le système marche encore en quelque sorte et quelles sont ses limites? On voit bien qu'on commence à toucher les limites. On touche, à mon avis, deux limites. Il y en a une qui se manifeste maintenant depuis 2-3 ans, qui est celle de la mondialisation au sens du principe de Ricardo. Ricardo, vous savez, c'est cet économiste qui, en gros, disait que chacun se spécialise en fonction de là où il est le meilleur pour produire. Et on a poussé ce système jusqu'au bout. Et donc, il y a une puce qui vient de Taïwan, il y a une vis en titane qui vient de Russie, ou du moins le titane vient de Russie, il y a telle ou telle pièce, et on arrive à un système qui se bloque quand des événements imprévus, des signes noirs, donc la pandémie ou malheureusement l'agression de la Russie vers l'Ukraine se produit. Mais c'est qu'une petite partie du problème. Je pense que la limite, elle est ailleurs. Elle est autour des limites de la planète. Et je pense que c'est le vrai débat qui doit comment dire, nous réunir. C'est comment on fait avec 10 milliards d'habitants, dont une très grande partie ne vit pas aux standards occidentaux, mais ont très envie d'y vivre. Comment on fait pour continuer et quelles sont les ressources? Alors ça mériterait un développement un peu plus lent. J'aurais ajouté 2 petits points sur la question sur l'inégalité, parce que je vais y répondre. Contrairement à ce que dit Thomas Piketty, je ne sais pas si vous avez vu le livre, alors il fait 1000 pages, donc il va peut-être lire le résumé, suffira. Il explique en gros que les inégalités progressent, etc. C'est faux. C'est faux. Elles ont effectivement progressé dans une partie du monde, essentiellement aux États-Unis, depuis 20 ans, et de manière effectivement parfois choquante. Mais en réalité, quand on dézoome, et qu'on regarde depuis le début du capitalisme, c'est-à-dire depuis le début du 19e siècle, elles régressent. Et en réalité, elles régressent pour une raison simple, c'est qu'elles sont de plus en plus visibles. C'est-à-dire techniquement, quand les maîtres des forges ou les propriétaires des mines, ou, etc., au 19e siècle, avaient un certain train de vie, une certaine fortune, personne ne le savait, puisque il n'y avait pas de déclaration d'impôt, il n'y avait pas d'impôt sur le revenu, il n'y avait pas d'information, etc., etc. Donc le sens de l'histoire, et le sens de l'histoire uniquement dans le modèle démocratique, fait qu'elles vont plutôt régresser. Et en fait, c'est un balancier. Effectivement, la fiscalité a beaucoup reculé aux États-Unis, les inégalités ont beaucoup progressé. Il va y avoir un tour de bâton, ça a commencé avec Biden, je pense que ça va arriver. Les seuls endroits où elles progressent, c'est quand il n'y a pas de démocratie. Et il y a une illustration que vous connaissez tous, parce qu'elle est en plein dans l'actualité, c'est les oligarques. Mais le pays le plus inégalitaire aujourd'hui, enfin les pays les plus inégalitaires, c'est les pays les moins démocratiques. La Chine est par ailleurs un très bon exemple. Et puis, dernier élément sur le libéralisme. Bon, vous connaissez les citations de Churchill sur la démocratie, le moins mauvais système à l'exception de tous les autres. Je pense que ça reste le moins mauvais système, mais pour l'améliorer, on est tous, et surtout dans cette salle, en charge. Et plus on est dirigeant, enfin, je veux dire, plus on a cette capacité à influer les choses, parce que chaque matin, chaque jour, vous prenez des décisions les uns et les autres. Chaque fois des décisions pas faciles, parce qu'elles sont jamais binaires. Il n'y a jamais le bien et le mal. Il y a un bien et peut-être un moindre mal. Et vous les prenez et vous faites avancer l'économie de marché dans un sens ou dans l'autre.
Et comment cette liberté d'entreprendre qu'on partage tous, cette économie de marché qu'on partage tous, comment on peut la remettre au service d'un bien commun? Parce qu'on voit bien que la somme des individualistes ne fait pas le bien commun. Alors, tu as deux réponses. Il y a celle que j'ai donnée en disant chaque individu est responsable, mais on peut être lucide et se dire que dans la population des dirigeants dans le monde, il y a 5% de saints, 5% de salopards et 90% qui, comme vous, peut-être comme toi, mon cher Philippe, je sais pas, est entre les deux et... Non, me dit sa femme, non. Est entre les deux et essaye de passer de l'un à l'autre. Mais j'insiste sur ce comportement individuel. Hein. La liberté, elle va avec la responsabilité. Et on est tous libres et responsables. 10 secondes, je cite cet exemple des subprimes, parce que, vous vous souvenez, la crise des subprimes, on a beaucoup accusé un certain nombre de grandes banques d'affaires, enfin de grandes banques américaines d'avoir abusé du système. Mais le vendeur de subprimes, qui allait voir un épargnant, même pas un épargnant, mais un salarié américain qui lui disait « Non, mais tu peux acheter ta maison avec 110% de crédit parce que de toute façon, les prix vont monter et tu pourras rembourser », il est aussi à son degré de responsabilité, à son degré de hiérarchie dans l'entreprise ou dans le système. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour moi, il n'y a pas un capitalisme. Il y a plusieurs formes de capitalisme. Il y a celui qui est en train, malheureusement, de progresser, qui est le capitalisme qui concilie une sorte de liberté économique, mais pas de liberté politique. C'est ce qu'on vit en Chine, c'est ce qu'on vit en Russie, ce qu'on vit dans un certain nombre de pays, puisque, comme vous le savez, la démocratie, elle recule dans le monde. Et puis, il y a ce qu'on croit être le même capitalisme occidental, mais qui est en fait, à mon avis, deux modèles différents. Un modèle américain qui privilégie la liberté sur le bien commun, qui est plus innovant, indiscutablement, qui crée des innovations absolument incroyables, mais qui fracture la société. Et vous le savez, on le voit d'ailleurs au moment des élections, la société américaine est la société occidentale la plus fracturée. Et puis, il y a un modèle qu'on cherche, en réalité, qui s'appelait autrefois l'économie sociale de marché, qui est le modèle européen, qui est un modèle de liberté d'entreprendre, mais où le bien commun est incarné par l'État. Alors, bien commun, intérêt général, on pourrait débattre de savoir si c'est la même chose ou pas, mais je n'ouvre pas ce débat-là. On va y revenir après. Et où l'État doit réguler. Alors après, on peut débattre du niveau de régulation, du niveau de fiscalité, mais c'est un modèle différent. Et je pense que de plus en plus, ces deux modèles vont s'écarter, avec la même racine, qui est une racine de liberté, mais avec un rapport à la redistribution, à la cohésion de la société et au fond à la responsabilité qui n'est pas le même. Merci Geoffroy, vous pouvez l'applaudir. Laurence, on parle d'inégalité, donc dès qu'on parle d'inégalité, on va parler des pauvres, on va parler des cris des pauvres. Toi, vu de ta position, donc de la Fédération des banques alimentaires, comment tu vois depuis ces 10 dernières années l'évolution de cette précarité, parfois de cette misère? Quel est ton regard? Est-ce que tu trouves que c'est grandissant? Et en quelques chiffres, est-ce que tu peux nous guider pour avoir un autre regard que celui de Geoffroy? Alors, je ne vais pas partager le constat, effectivement, que les inégalités régressent, parce qu'elles augmentent, malheureusement, y compris dans notre pays. En 2009, les banques alimentaires, parce que je vais parler de ce que je connais, le mieux, c'était 780 000 personnes aidées. En 2021, c'est 2 150 000 personnes. Donc, c'est une augmentation de plus de 175%. J'ai assisté ce matin à un atelier avec un mathématicien, et donc c'est pas ma tasse de thé, même si le sujet m'a beaucoup intéressée. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un double effet. Il y a l'effet effectivement de l'accès aux droits, de politique sociale en France qui accompagne quand même, qui donne la possibilité. On a la chance aussi d'avoir un tissu associatif extraordinaire qui va à la rencontre des gens. Les banques alimentaires, c'est 79 banques alimentaires, mais c'est 6 000 partenaires, des CCAS, des associations, des épiceries sociales qui, partout sur le territoire métropolitain, accompagnent ces 2 millions de personnes. Donc on voit cette précarité augmenter, et on l'a vu aussi pendant la crise Covid, et presque immédiatement après le premier confinement. On a 6% d'augmentation en 2020, plus 4% en 2021. Et là, on rencontre des jeunes, on en a beaucoup parlé, qui ont perdu leur petit job, voilà, qui se sont retrouvés très très isolés et qui n'avaient plus de quoi se nourrir. Mais on a vu aussi des auto-entrepreneurs, des familles dont les parents étaient au chômage partiel, plus de cantines.
Et là, ça crée un vrai trou dans le budget. La deuxième chose, c'est la place de l'alimentation dans le budget des ménages. C'est le troisième poste de dépense. Après, évidemment, des dépenses contraintes qui sont le logement. Il faut quand même un toit. Et puis l'énergie, on en parle beaucoup ces derniers jours. Et on vient en quatrième position, qui a tendance à repasser en deuxième aussi, tout ce qui est la technologie. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas connecté, que vous soyez riche ou pauvre, vous ne pouvez pas faire vos recherches d'emploi, vous ne pouvez pas faire vos déclarations, vous ne pouvez pas avoir accès à des démarches administratives. Et donc, ça devient une dépense contrainte qui n'existait pas. Et donc, nous, on a décidé de prendre les choses à bras-le-corps, il y a plus de 37 ans, en se disant comment on va aider concrètement les gens, non pas en leur donnant de l'argent, mais en leur donnant des denrées en nature. Et ce qu'on apporte aujourd'hui, c'est environ 92 € par mois et par personne d'alimentation qui va permettre à ces ménages de faire d'autres choix. Et donc, quelque part, effectivement, de rester dans ce bien commun, dans ce collectif, de ne pas tomber dans la précarité. Et voilà, encore une fois, avec une action très concrète. Et avec l'augmentation de l'inflation qui a déjà commencé, et dont on parlait avec Geoffroy ce midi, on pressent des augmentations. Comment vous abordez, avec quel regard vous avez au niveau des banques alimentaires sur cette augmentation en cours et à venir de l'inflation? Alors avec très peu de sérénité, pourquoi? Parce qu'il y a d'abord, nous on est basé sur la culture du don. Aujourd'hui on distribue 225 millions de repas, il y en a plus de 175 millions qui sont donnés grâce justement à des dons d'entreprises donatrices qui vont prendre dans leur surplus, voire faire des dons en conscience, c'est-à-dire qu'elles vont produire pendant une journée du fromage, de la farine, de l'huile, etc., qu'elles vont donner aux banques alimentaires. Et puis on a des achats. Et là, on voit bien que le fait de ne plus avoir de souveraineté alimentaire va poser des problèmes, parce que s'il faut qu'on aille acheter ailleurs, à des prix qui sont 2, 3 fois, 4 fois supérieurs à ce qu'on vit aujourd'hui, on ne va pas pouvoir distribuer autant aux personnes qui en ont besoin. Ok, merci Laurence, vous pouvez l'applaudir pour toutes ces informations et ces précisions. Olivier, tu présides le réseau Entreprendre, et donc un réseau très dynamique. Et est-ce que tu peux nous tracer le portrait de cette dynamique entrepreneuriale en France? Je vais essayer de déplomber un peu ce qui vient d'être dit. Alors j'arrive avec un discours extrêmement optimiste, mais je ne sais pas si je suis au bon endroit. Alors je vais l'expliquer en fait. Hein. Aujourd'hui, là, mais bien sûr, on est très optimiste, on est plein d'espérance aux ADC. N'hésite pas. Alors je vais remonter un peu la pente. Alors en fait, depuis 10 ans, en fait, le nombre de créations d'entreprises, il a augmenté de 40%. Hein, voilà. Donc on va rentrer un peu dans les chiffres. En 2021, il y a eu 1 million de créations d'entreprises. Voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, 1 million. Alors, les esprits chagrins vous diront que voilà, les créations d'entreprises, c'est essentiellement de l'entreprise individuelle, du chauffeur, je ne sais pas quoi, des livreurs. Sans doute, mais aussi, si on regarde la face positive, on se dit aussi qu'il y a un petit changement de mentalité, notamment dans la tech, sur l'idée que voilà, le salariat, c'est plus ça, et plutôt que d'être salarié, je préférais être entrepreneur individuel au service d'une entreprise. Donc en fait, effectivement, sur le million d'entreprises créées, il y a beaucoup d'entreprises individuelles, mais ce n'est pas obligatoirement une mauvaise nouvelle. Voilà, donc c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que sur le million d'entreprises créées, il y a 280 000 PME. Donc là, alors nous, Réseau Entreprendre, nous accompagnons les PME, voilà, c'est notre façon de travailler, c'est des gens qu'on aide. Et les PME qu'on accompagne créent entre 10 et 20 emplois. Voilà, donc je vous laisse compter. 280 000 PME par an qui créent 10 à 20 emplois. Ça nous fait à peu près entre 4 et 5 millions de créations d'emplois par an. Voilà. Donc j'arrive avec mon message positif que j'ai du mal à faire passer, mais moi je vous dis qu'aujourd'hui, voilà, la création d'entreprises se porte extrêmement bien, c'est extrêmement dynamique, et que ce ne sont pas que des auto-entrepreneurs. Les PME, la création de PME est très dynamique, et c'est sans doute une des solutions au chômage, et c'est sans doute une des raisons à la baisse du chômage actuel. Et alors, Geoffroy avait commencé à nous placer le défi environnemental au niveau mondial en disant qu'on ne pourrait pas tous vivre à l'occidental. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le défi environnemental et le défi de l'inclusion sociale? Est-ce que c'est pas le défi entrepreneurial justement qui va nous permettre de relever ces deux autres défis, parce qu'on ne pourra pas le faire qu'avec de l'argent public? Ah, ça c'est sûr. Alors en fait, moi j'ai la forte conviction que les chefs d'entreprise
peuvent changer le monde. Voilà, c'est simple, une fois qu'on a dit ça. Et les chefs d'entreprise des PME, les dirigeants de PME, peuvent changer le monde facilement. Voilà, parce que quand on crée une PME, c'est plus facile que de créer une entreprise de 1000 personnes ou de développer un site industriel. Et donc, à partir de cette idée-là, on se dit, mais le dirigeant de PME, le créateur de PME, c'est une personne qui amène son patrimoine personnel, qui dit, je l'investis sur mon territoire, voilà. Je l'investis pour créer de l'emploi sur mon territoire, je vais innover sur mon territoire. Voilà. Vous avez quand même des gens, les dirigeants de PME, qui sont quand même des gens qui vont apporter de la valeur ajoutée sur leur territoire. Et nous, les réseaux d'accompagnement, on leur dit, mais ok, super, vous allez créer des sociétés, on est super content. Mais quitte à créer une société, créer une belle société. C'est-à-dire une société avec un impact positif, avec un impact sociétal positif, avec un impact environnemental positif. Voyez, et une fois qu'on dit ça, qu'on dit, voilà, on a 280 000 PME créées chaque année, qui vont créer 10 à 20 emplois, et qui en plus vont avoir un impact positif sur les territoires, il y a quand même toutes les raisons d'être positif. Et en fait, j'en parlais il n'y a pas très longtemps, on disait que si on veut que les territoires oubliés récupèrent des sociétés, récupèrent de l'activité, c'est pas difficile. Je vais dire ça chez vous, c'est plus simple pour moi de le dire chez vous, mais comme l'Église, il faut remettre les PME au centre du village. Ok, merci Olivier. Donc, applaudissez-le. Alors, il ne vous a pas échappé, tous les trois, qu'on était rentrés dans une phase d'élection présidentielle. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous demander pour qui vous voulez voter par rapport à ça. C'est juste un petit mot. On voit que le politique est très occupé. On a eu la pandémie, on a la guerre en Ukraine. Les gens sont au feu par rapport à ça. Et on constate quand même que le politique a perdu de la confiance, voire parfois on a beaucoup de défiance par rapport à ça. Et donc, je ne vais pas vous interroger sur la politique à court terme. J'ai une question sur votre vision politique. Quelle serait la mesure phare qu'il faudrait prendre pour ces élections présidentielles afin de redonner de la dynamique pour les années à venir? Laurence. Alors moi, je pense que c'est autour de l'engagement. Si on avait une décision politique forte de mettre la citoyenneté au cœur de l'école, par exemple, de faire de l'éducation à la citoyenneté à l'école, faire que les citoyens, on parlait de génération Z aussi en début d'après-midi, ils sont très très concernés par ces sujets-là, c'est de planter des petites graines dès le plus jeune âge, de leur permettre de venir faire des stages. Nous on accueille des services civiques, des jeunes en service national universel, 3 stands stagiaires, de grandes écoles, mais aussi des stagiaires de 3e qui n'ont pas de réseau, et donc qui sont contents d'avoir, grâce justement à des réseaux de PME sur les territoires aussi, de créer des ponts entre le monde associatif. Donc voilà, c'est vraiment de valoriser l'engagement et de permettre aussi que, par exemple, on puisse avoir des moments de césure dans sa carrière professionnelle et favoriser le mécénat de compétences, d'avoir 2-3 ans des personnes qui viennent, qui font une pause, qui viennent dans une association ou en fin de carrière. Voilà, l'engagement sous toutes ses formes, et je pense que la société ressortira grandie. Voilà. Donc moi, c'est ma proposition, qu'il y ait l'engagement au cœur du programme. L'engagement pour Laurence. Geoffroy, vous avez reçu les candidats pour la présidentielle. Ouais. Quelle est la mesure phare que vous leur avez proposée? D'abord, je ne crois pas ni au grand soir ni à la mesure phare. Okay. La politique, c'est l'art du possible. Alors, quel est le champ du possible maximisé? Mais c'est une série de petites mesures. Olivier a très bien raconté l'histoire ça s'appelle les micro-entrepreneurs. Ouais, c'est pas une bonne idée d'avoir pris micro, mais enfin, l'auto-entrepreneur, Hervé Novelli fait ça dans un coin, personne s'en occupe à l'époque, il est secrétaire d'État. C'est la mesure qui passe totalement inaperçue et qui a un effet majeur. Donc moi, je ne crois pas au grand soir de la politique. Ceci d'autant plus qu'on vit quand même une crise très forte de la politique, de la perception des politiques. Nous, on mesure l'image des entreprises et donc des politiques, des professionnels depuis 40 ans. Post-Covid, les entrepreneurs et les entreprises de toute taille sont au plus haut depuis 40 ans. Clairement. Et les Français attendent beaucoup plus de nous qu'ils attendent de l'État ou des politiques. Ce qui nous donne, entre parenthèses, énormément de responsabilités. Une grande responsabilité. Parce que ça n'est plus seulement trouvez-nous un job. C'est bien plus que ça. C'est inclure les gens qui n'y arrivent pas, remplacer l'école, d'une certaine manière, ou finissez le travail que l'école n'a pas fait, mais aussi sauver la planète. Donc, je
je veux pas passer pour un, je sais pas comment dire, un déçu de la politique en quelque sorte, mais au fond, je vais le dire d'une autre manière, il y a une sorte de consensus pas tout à fait complet pour dire, voilà, la politique de l'offre qui est menée depuis 4-5 ans en France, qui consiste à dire on va aider les entreprises en baissant leurs difficultés à agir et derrière ils créeront des emplois, a l'air de fonctionner économiquement, première chose, et relativement consensuel. Quand vous avez au MEDEF Fabien Roussel qui vient, alors déjà il vient, et il dit oui, il faut aider l'industrie française, vous dites bon, il s'est passé des trucs quand même. C'est bon signe. Voilà, il s'est passé des trucs. Et donc, vous voyez, au fond, je l'ai fait sous forme de boutade. Alors, je me souviens plus de l'année, c'était Michel Sapin qui était ministre de l'économie. Donc on va, c'était avec Pierre Gattaz à l'époque, on va là-bas. C'est septembre, donc ce qu'on appelle le PLF, projet de loi de finances. Et il nous dit, ben, je sais, cette année, il n'y a pas grand-chose pour les entreprises. Et je lui dis, mais monsieur Sapin, c'est formidable. Très bonne nouvelle. Mais ne faites rien pendant un an. Finalement, on s'en portera peut-être pas plus mal. Ok. Voilà. Merci. Olivier, ton sentiment, mesure phare ou chose à faire évoluer? Non, je suis désolé, je n'ai pas du tout cette avis-là. C'est-à-dire que moi, je passe mon temps à voir des gens qui ont des hommes et des femmes qui ont des rôles politiques dans les régions, sur les territoires, qui sont absolument extraordinaires. Moi, je vais vous dire, je vais raconter une histoire et je vais aller très vite. C'est que quand j'ai créé ma société, en fait, il se trouve que j'ai perdu un appel d'offres qui était absolument catastrophique parce que voilà, ça a arrêté mon activité sur un certain nombre de choses. Et j'ai demandé un rendez-vous à mon maire. C'était le maire de Joué-les-Tours, vous voyez, une ville de 50 000 habitants, et j'ai été reçu par l'adjoint au maire de Joué-les-Tours parce que le maire ne voulait pas me recevoir. Et voilà, c'était l'adjoint au maire chargé des affaires économiques, et il m'a dit, et voilà, on n'a même pas parlé de l'appel d'offres, et il m'a dit, racontez-moi votre projet. Donc j'avais créé depuis 2 ans. Racontez-moi votre projet, racontez-moi ce que vous faites, etc. Et puis à la fin, il m'a dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est que vous allez rentrer au conseil d'administration du PLI de Joué-les-Tours, donc le plan local d'insertion par entreprise. Voilà. En fait, c'est un politique, donc un adjoint au maire de Joué-les-Tours, qui m'a lancé dans l'engagement associatif. Vous voyez, c'est-à-dire que les politiques, il faut aller les voir régionalement. Il faut prendre rendez-vous avec son maire, il faut prendre rendez-vous avec son conseiller général, son conseiller régional, il faut aller voir les députés, etc. Il ne faut pas avoir un a priori, oui, parce qu'il est dans la politique, parce qu'il a choisi. Non, il y a des gens qui sont très engagés et très sérieux. Olivier, est-ce qu'il n'y a pas des politiques qui sont le maire, la région où il y a plus de contacts, plus de proximité, donc plus de reconnaissance du politique que dans la dimension nationale et européenne? Alors, ouais. Ok, je veux bien entendre ça aussi, mais je veux dire, moi j'ai une société, il y a 400 personnes. Oui. Voilà, au moment du confinement, j'avais 50 personnes qui sont restées à la maintenance, 50 personnes en télétravail, 260 personnes au chômage partiel. D'accord. Mais moi, s'il n'y avait pas eu ce qu'a fait l'État, j'étais mort. C'est pas difficile, j'étais mort. Donc aujourd'hui, me dire politique nationale font pas trop leur boulot, non, je suis désolé, ils ont fait tout à fait leur boulot. Ils ont fait ce qu'il fallait. Le PGE, moi j'étais inquiet. Je suis déplombeur d'ambiance et je suis chauffeur de salle. Je fais ça avec plaisir. C'est pour ça que je viens chercher un peu. Je fais ça avec plaisir. Alors, j'en étais où? Ah oui, alors donc, puisqu'on parle des politiques nationales. Non mais, moi je veux bien, j'entends toutes les critiques, mais les politiques nationales. Je vais reprendre l'exemple que je connais mieux, l'exemple de mon entreprise. Donc, au moment du confinement, il faut savoir quand même qu'on ne savait pas si on serait remboursé du chômage partiel. On nous a dit, mettez vos gens au chômage partiel, 260 personnes, je donne un chiffre, 700 000 euros qui sortaient chaque mois. Je ne savais pas si je serais remboursé. Qu'est-ce que je fais? Je demande un PGE. Voilà. En 8 jours, 2 millions d'euros sont arrivés sur mon compte. Tout ça, c'est une politique nationale. Alors, je l'ai rendu depuis... Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même, c'est un peu, enfin, je veux dire, il faut penser à ça quand même. C'est un peu gonflé de se dire, ouais, enfin bon, vous avez vu comme ils parlent. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas terrible ce qu'ils font, ce qu'ils racontent. Mais ce que je veux dire sur l'action elle-même aujourd'hui, depuis quelques années, les politiques ont compris qu'il fallait aider les entreprises et ils le font. Donc aujourd'hui... Ça tombe bien, Fabien Roussel est également d'accord. Donc on va continuer sur la modernité et l'innovation. On est convaincu aux EDC qu'il faut continuer l'innovation, qu'il faut oser aborder le monde de demain. Geoffroy, le MEDEF parle de croissance responsable. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Est-ce que c'est une inflexion que tu as souhaité donner dans ton mandat au MEDEF? Et donc, il y en a qui se disent dans la salle, mais est-ce que c'est pas de la com un peu? Et qu'est-ce
Quels exemples concrets tu peux donner pour illustrer cette croissance responsable? Alors, en fait, on a eu un débat au MEDEF sur la raison d'être après la loi Pacte. Et le mandat précédent s'était opposé à cette histoire de raison d'être. Et donc, c'est deux vues de l'entreprise qui s'opposent. Il y a celle assez traditionnelle, historique, plutôt anglo-saxonne, qui est donc la théorie de Milton Friedman. L'entreprise est là pour faire du profit, tout le reste en découle. Parce qu'à partir du moment où vous employez, vous faites du profit, vous payez vos impôts, et puis après, l'État redistribue, et l'entreprise, la frontière de l'entreprise, en quelque sorte, s'arrête à ses clients et ses actionnaires, et ses salariés, point barre, et pas les parties prenantes. Ouais. Et puis, il y a une vision plus nouvelle, qui est celle qui est traduite par la raison d'être, c'est de dire non, on est une entreprise, elle est quelque part dans un lieu, elle a des devoirs vis-à-vis des ONG, vis-à-vis des consommateurs, vis-à-vis des élus, etc., etc. Bon. Donc moi j'ai tranché, et donc on a adopté une raison d'être au MEDEF. Alors, le MEDEF n'est pas une entreprise, et donc la raison d'être, c'est agir ensemble pour une croissance responsable. Les 4 mots ont leur importance. Agir, c'est l'idée qu'on n'est pas là simplement pour contrer, protester, râler. Hein, c'est de faire un MEDEF de proposition. Donc, pas seulement dire, ben non, il ne faut pas augmenter les impôts, mais aussi faire des propositions. Ensemble, bon, alors c'est toute la difficulté du MEDEF, c'est que moi je réunis Total et la TPE du coin. J'ai réuni des gens qui sont très avant-gardistes, très engagés, et d'autres qui sont peut-être un poil plus... Voilà, et donc faut que je sois devant, mais pas trop en avant, sinon je me retourne et il n'y a plus personne et c'est un peu compliqué. Après, on a eu un débat très long sur le mot croissance, parce que qu'est-ce que ça veut dire croissance? On ne peut pas imaginer de faire la même croissance qu'on a fait ces 200 dernières années, sinon il n'y a plus de planète. Ouais. Est-ce qu'on a hésité sur croissance sobre, croissance durable? Et au fond, le mot qui s'est imposé, c'est responsable. Pourquoi? Parce que c'est, comme je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, le pendant de la liberté. Si on nous donne la liberté d'entreprendre, il faut agir avec discernement et il faut agir avec responsabilité. Et donc, c'est cette idée d'essayer d'emmener toutes les entreprises, alors pas forcément vers le statut d'entreprise à mission, de Bicorp ou autre, mais en tout cas vers une prise de conscience que elles ont des parties prenantes. Alors évidemment, quand on est Total ou Michelin, ça ne veut pas dire la même chose que quand on est le camion pizza du coin. Parce que expliquer à un camion pizza ou à une société unipersonnelle qu'elle a une raison d'être et une mission, plus compliqué. Mais moi, je reste persuadé que chaque agent économique, compris d'ailleurs les salariés, par son comportement individuel, qui est confronté en permanence entre une éthique de conviction et une éthique de responsabilité, peut agir. Alors oui, c'est aussi de la com, pour répondre à la question, mais... C'est juste une petite parenthèse. La com, c'est pas mal. Non, on est d'accord. En soi, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont dans des agences de com dans la salle. C'est la com artificielle. C'est la com quand il n'y a rien derrière. Alors je sais qu'il y a un vieil adage qui dit le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit. J'espère que je vais choquer personne. Je pense que c'est une connerie. Surtout dans le monde d'aujourd'hui. De temps en temps, il faut que le bien fasse un peu de bruit. Ouais, tu nous disais d'ailleurs qu'on devrait faire plus de bruit. Ne serait-ce que pour donner envie aux autres. Et servir d'exemple. Et d'ailleurs, à table, tu m'invitais à ce qu'on fasse plus de bruit. Et d'ailleurs, alors voilà. Et d'ailleurs, tu es en train de le dire, moi je suis bluffé par ce rassemblement. Je disais à Philippe, il n'y a pas beaucoup de mouvements patronaux en France qui sont capables de rassembler 1800 personnes pour 3 jours de séminaire. Ouais, mais... Et donc, peut-être que, je ne sais pas où est le nouveau président dans la salle, il est là, je crois, non? Le next step, puisque vous êtes dans une logique de recrutement et de croissance responsable, n'est-ce pas? C'est de le faire savoir, non pas pour se montrer les muscles, se glorifier, etc., mais pour donner envie aux autres. Voilà. Puis un dernier petit clin d'œil sur la croissance. Moi, j'ai été président de Croissance Plus. Donc Croissance Plus, c'est un mouvement un peu à l'époque French Tech, créé par Denis Père dans les années 2000. Et à l'époque, on était vraiment dans cette idée Croissance Plus, la croissance à tout prix, un peu quoi qu'il en coûte. Alors pas au sens PGE du terme, mais au sens personne n'était vraiment concerné par le changement climatique ou même plus globalement la finitude des ressources. Et donc passer de croissance plus à croissance responsable, pour moi, à titre personnel, ça a été... Alors évidemment, c'est des mots,
Mais c'est aussi un cheminement, alors à la fois personnel, mais aussi un cheminement, je pense, d'une majorité de dirigeants et d'entrepreneurs de ce pays. Dans lesquels on se retrouve. Merci. Laurence. Cette mutation digitale, est-ce qu'elle traverse également les banques alimentaires? Et je t'interpellais en disant, j'ai entendu Phoenix dire qu'il devenait la plateforme de prolongation digitale de la banque alimentaire. Donc c'est quoi la transformation digitale pour l'ESS? Alors pour l'ESS, ça c'est pour un la vaste banque sujet. alimentaire, Pour les banques alimentaires, ça fait une petite dizaine d'années qu'on a pris déjà ce virage. C'est vrai que association et innovation font pas toujours très bon ménage, alors que c'est le cœur de notre action. On innove tous les jours, justement pour le bien commun. Et donc, du côté digital, on a créé 2 outils qui permettent aux donateurs, très vite, de mettre leurs dons en ligne et qui soient redistribués, soit dans la journée, soit dans les 2 jours, à nos associations partenaires. On a créé un outil qui est plutôt pour les donateurs importants, l'industrie agroalimentaire, les grosses coopératives agricoles. Et puis, il y a 3 ans, aidé par Google et La France s'engage, on a créé un autre outil qui s'appelle Proxidon, et là qui met en relation les petits donateurs, les petites surfaces de vente avec les associations de proximité qui sont à moins de 2 km, pour justement lutter contre le gaspillage alimentaire. Là, on est sur l'enjeu environnemental, et puis lutter contre la précarité alimentaire. Donc ce virage, on le prend tous les jours. La difficulté, c'est plutôt que quand on parle de digital, on parle d'impact. Et nous, notre impact, on n'a pas un effet de levier démultiplicateur comme une entreprise. Il est parfois impalpable. Donc, quand j'annonce 225 millions de repas, c'est très, très important. 175 000 tonnes tous les ans sauver du gaspillage, c'est très important. Mais c'est d'abord la relation humaine, c'est comment l'alimentation est un levier d'inclusion sociale. Donc voilà, on utilise le digital au quotidien. Évidemment, on a Facebook, on a LinkedIn, on essaie de se faire connaître. Et je suis assez d'accord que parfois il faut faire un petit peu de bruit, parce qu'on a un réseau. Nous, on a un réseau très humble. On est un peu B2B. On n'est pas directement. Tu viens de la com. Hein. Je crois que tu viens du monde de la com. En plus. Je vous raconterai ce qui du coup a changé ma vie quand ça viendra. Mais voilà, il faut saisir aussi ces outils du digital pour infuser, donner envie aux gens effectivement de nous rejoindre. Ok. Et Olivier, le digital peut-être sur les territoires. En quoi le digital peut servir les PME, les grands groupes, l'ESS sur les territoires? Tu as commencé à nous parler des politiques territoriales. Tout à l'heure, il fallait rentrer en politique, il fallait avoir des initiatives territoriales. Comment on peut créer un peu cette systémie territoriale et qu'est-ce que le digital peut générer? Oui, alors j'aime bien cette expression. C'est pas moi qui l'ai inventée, c'est nos amis de Welcome to the Jungle, qui est une lauréate de Réseau Entreprendre d'ailleurs, et qui parlait de Silicon Prairie. Bon, on cherche ce qu'il y a derrière. Et en fait, c'est intéressant, c'est de dire qu'aujourd'hui, les clignotants sont tous ouverts. Excusez-moi, je suis encore mon côté positif. Et en fait, quand on regarde les clignotants, c'est-à-dire qu'on a envie de ruralité, on a envie d'aller s'installer à la campagne, on a envie d'y travailler. Ça, c'est la volonté. Les personnes ont envie de faire ça. Les entreprises sont OK. C'est-à-dire que les entreprises ont dit, le télétravail, on est prêt à y réfléchir. 2-3 jours. Bon, ça nous a fait un peu mal quand même, mais bon, allez, on s'y fait. Bon. La technologie est là, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, la technologie est facile. Hein, aujourd'hui, avec une fibre optique, vous avez une entreprise derrière de 10, 20 salariés dans la tech, voilà. Et puis, les politiques aussi. Les politiques ont dit, effectivement, peut-être que c'est par le fait de faire revenir des entreprises, et y compris dans l'entreprise de la tech, dans nos territoires, qu'on va s'occuper des territoires oubliés. Et alors après, derrière, on leur dit, voilà, de quoi a-t-on besoin? Et je suis d'accord avec Geoffroy, on n'a besoin de rien. On a besoin simplement d'avoir des infrastructures qui accueillent correctement nos entreprises. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être auditionné par le Sénat. Ils disaient, mais il faut de la fibre. Je dis, mais c'est pas s'il faut de la fibre, c'est quand est-ce que vous mettez la fibre sur vos territoires? On ne fera rien, on ne créera pas d'entreprise sur les territoires oubliés, c'est pas la fibre, c'est tout. C'est même plus une discussion, quoi. Donc aujourd'hui, le rôle de l'État, c'est pas de faire de l'innovation, c'est d'aller nous préparer des infrastructures pour qu'on puisse y implanter nos sociétés. Mais il y a de la même façon, on n'attend pas grand-chose de l'État, mais quand même, quand il y a une friche industrielle, on a envie de dire, mais pourquoi les terrains, vous ne les récupérez pas? Pourquoi on a du mal à avoir les terrains? On a des problèmes administratifs, ils n'appartiennent pas vraiment à l'État. Donc, toute cette simplification administrative, voilà, en fait, on n'attend rien de l'État, on n'attend pas de l'innovation de la part de l'État, on attend simplement qu'ils nous mettent à notre disposition les infrastructures qui feront qu'on ira s'installer dans les territoires oubliés. On pourrait dire qu'ils nous préparent les communs de demain.
qui nous prépare les communs de demain. Exactement. Voilà. Après avoir passé cette première partie, avant d'engager la deuxième, je vous propose d'écouter un slam qui a été commandé par les EDC et qui est interprété par Eureka. Ça y est, c'est le point de non-retour. Notre monde a déraillé et s'effondre tous les jours. Retour, les gens ont peur, hésitent, prennent la fuite ou bien restent spectateurs et attendent la faillite. Élite, si l'on parlait ce soir à cœur ouvert, si l'on redéfinissait l'avenir de notre terre, que faire? Se décider pendant qu'on le peut encore. J'ai noté quelques idées, dis-moi si tu es d'accord. D'abord, la dignité, il faut la remettre en place, que chacun soit respecté sans mépris d'âge ou de classe, de grâce, qu'à chaque personne, quelle que soit sa condition, on donne et sans limite de la considération. Ensuite, le bien commun, parce que c'est la clé de voûte, parce que sans lui dès demain, le monde part à la déroute. Écoute, c'est en servant la société tout entière qu'on prépare à nos enfants l'avenir le plus prospère. Confiance, place à l'action. Aujourd'hui c'est le grand jour, on les a les solutions, elles émanent de l'amour. C'est pour ça qu'on y croit, qu'on se bat et qu'on avance. Il ne manque plus que toi pour inverser la tendance. Confiance, place à l'action. Aujourd'hui c'est le grand jour, on les a les solutions, elles émanent de l'amour. C'est pour ça qu'on y croit, qu'on se bat et qu'on avance. Il ne manque plus que toi pour faire jaillir l'espérance. Ensuite vient le principe de la participation. Chacun fait à son équipe le cadeau de tous ses dons. Pardon, n'oubliez guère les personnes les plus fragiles, car personne sur la terre n'est tout à fait inutile. Puis un principe ancien, c'est la solidarité qui n'est, comprends-moi bien, ni homme ni charité, et se sentir responsable de l'autre et de sa vie, et ne se prétendre stable que si l'autre l'est aussi. Ah oui, un mot étrange, c'est la subsidiarité. Je comprends qu'il te dérange, je tente de l'expliquer. En gros, on dit qu'il faut qu'une action soit engagée par le plus petit niveau de responsabilité. Puis la destination universelle des biens, ne plus voir la création dans les mains de quelques-uns, la propriété privée, d'accord, mais comme limite que chaque humain ait d'abord ce que sa vie nécessite. Confiance, place à l'action. Aujourd'hui c'est le grand jour, on les a les solutions, elles émanent de l'amour. C'est pour ça qu'on y croit, qu'on se bat et qu'on avance. Il ne manque plus que toi pour inverser la tendance. Confiance, place à l'action. Aujourd'hui c'est le grand jour, on les a les solutions, elles émanent de l'amour. C'est pour ça qu'on y croit, qu'on se bat et qu'on avance. Il ne manque plus que toi pour faire jaillir l'espérance. Tu sais, ces six notions que je viens de détailler ne sont pas une invention que je sors de mon cahier. Ça fait tellement d'années qu'elles attendent qu'on y vienne. On les nomme PSC, la pensée sociale chrétienne. Que vienne toute la confiance nécessaire pour transformer ces idées déjà anciennes en notre réalité, qu'advienne grâce à L6 un modèle de société, un modèle d'économie, un modèle d'humanité. Merci, merci. Plongeons-nous dans cette pensée sociale chrétienne maintenant. Je vais vous demander chacun, en dehors du bien commun, qui est la clé de voûte, de choisir un des piliers et de nous dire pourquoi. Laurence, peut-être en première. Quel est le pilier que tu retiens? Alors, très spontanément, la dignité. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je crois que c'est justement en aidant ceux qui trébuchent à rester dignes que ce bien commun, avec tous les autres piliers, fera que le monde de demain sera meilleur. Et puis parce que notre slogan Banques Alimentaires, c'est « Ensemble, aidons l'homme à se restaurer dans son sens premier, se nourrir, mais aussi se restaurer dans sa dignité. » Merci. Olivier. Bon, alors la dignité est prise, alors. Donc. La dignité est prise, voilà. Alors, je ne ferai pas de chance, il y en aura déjà deux à réfléchir. Donc alors, je vais choisir la subsidiarité. Alors, je ne vais pas reparler de la subsidiarité des territoires. Hein, où je trouve qu'il faut que les décisions se prennent au sein des territoires et non pas au-dessus. Et dans l'entreprise, en fait,
je pense que les PME n'activent pas assez ce principe de subsidiarité. C'est-à-dire que le dirigeant de PME, il est à la fois à l'exécutif, il est à la fois l'actionnaire, il est à la fois à moitié son conseil de surveillance, et en fait, il est tout seul. Et en fait, il ne pratique pas la subsidiarité, c'est-à-dire qu'il ne donne pas sa chance à ses collaborateurs parce que c'est sa boîte, il a mis son patrimoine, ça. Et donc, on prône beaucoup ça chez Réseau Entreprendre, avec l'idée, en fait, que, voilà, on s'engage avec nos collaborateurs sur un projet, voilà, et une fois qu'on est d'accord sur le projet, je te donne les clés, tu fais comme tu veux. On s'est simplement engagé. Et pour moi, c'est une très belle valeur, très moderne, et à appliquer dans nos boîtes. Donc, dignité, subsidiarité, et pour toi, Geoffroy? Je vais répondre, mais j'ai une question. Là. Eureka, c'est un EDC? Eureka, c'est quelqu'un qui est un slammer professionnel maintenant, et qu'on a sollicité pour mettre en, parce que tu nous disais qu'il fallait communiquer, donc on a commencé à y travailler. Bravo. Il ne reste plus qu'à faire 1 million de vues sur YouTube et l'affaire est bouclée. Et il suffit que tu le postes et ça va nous aider. Mais je vais le faire dès la sortie. J'ai pas tout à fait 1 million de followers. Bon, bah moi, il me reste pas beaucoup de choix. Je vais prendre participation parce qu'au fond, finalement, c'est vraiment la meilleure manière de manager une entreprise en dehors de toute, j'allais dire, spiritualité ou en tout cas engagement chrétien. L'efficacité d'une entreprise, c'est de tirer le meilleur talent. On n'est pas tous égaux, on n'a pas tous le même talent. Par contre, une communauté marche mieux si chacun donne le meilleur de lui-même. C'est une complexité, hein, on le sait bien, on le vit tous les jours dans nos entreprises parce que c'est parfois difficile de faire marcher tout le monde vers un but commun. C'est plus facile, paradoxalement, quand c'est difficile. On l'a tous vu pendant le Covid. Mais l'essence du patron, de l'entrepreneur, du dirigeant, hein, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est que par la participation, il arrive à dégager, utiliser, profiter, faire résonner le talent de chacun. Merci, vous pouvez l'applaudir. Donc on va poursuivre ce chemin qui va nous amener tranquillement à la gratuité. Bien sûr qu'on est d'accord qu'il faut des entreprises profitables. Bien sûr qu'il faut rémunérer les salariés, les actionnaires. Il faut avoir cette capacité à réinvestir pour le monde de demain et préparer l'avenir. Mais on sait aussi qu'en tant qu'être humain, la part de gratuité de notre vie est quelque chose d'important. Je voudrais que vous interrogiez sur la part de gratuité de votre vie et qu'est-ce qui est important pour vous, Olivier? Oula, on rentre dans le dur, là. En fait, c'est super facile de parler de la gratuité quand on a assez pour vivre. C'est-à-dire que, en fait, moi, je suis très admiratif, je vais vous dire, des gens qui parfois mettent en difficulté leur carrière professionnelle pour donner du temps à une association. Je trouve ça très, très étonnant. C'est-à-dire que moi, je suis assez engagé au niveau associatif. Mais en fait, j'ai une société qui me fait vivre, donc la gratuité, pour moi, c'est facile. Mais quand même, je trouve que la valeur de gratuité derrière une valeur d'engagement, je trouve ça épatant. Merci. Laurence? Je ne peux qu'encourager ce que tu viens de dire. Venez nous rejoindre, évidemment. La gratuité, alors elle est au cœur du projet associatif. Moi, je pense qu'il y a derrière la gratuité aussi quelque chose du retour quand même. Quand on donne, on reçoit beaucoup. Et donc peut-être que c'est gratuit, mais ce qu'on a en retour, c'est multiplié par 10. Donc je trouve que cette notion de gratuité, elle est Laurence, par 100, par 1000, par 10 000. J'en ai fait l'expérience parce que moi j'ai commencé comme bénévole aux banques alimentaires. Voilà, c'était mon parcours de vie, mais en tout cas, aujourd'hui, ça m'a apporté d'avoir le job le plus extraordinaire du monde. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire du bénévolat si vous voulez. Geoffroy, tu es très engagé. Qu'est-ce qu'il y a de gratuit dans ma vie? Déjà, président du MEDEF, c'est bénévole, donc c'est gratuit. Mais en fait, un peu d'ailleurs ce que disait Laurence, c'est que c'est aussi, il y a une forme de retour. Il y a d'abord, soyons justes, un retour pour l'ego. Objectivement, je veux dire, c'est pas, moi, ça fait partie en quelque sorte de la rémunération, mais c'est aussi une manière de grandir. Et
enfin, je vois moi, tous les gens qui sont engagés dans le monde patronal et bien sûr dans le monde associatif, c'est souvent des meilleurs patrons. Alors, évidemment, c'est la poule et l'œuf. Est-ce qu'ils étaient des meilleurs patrons et c'est pour ça qu'ils se sont engagés? Ou est-ce que c'est parce qu'en s'engageant, en voyant d'autres gens, en se confrontant à d'autres idées, à d'autres problématiques, j'allais dire, ils s'aèrent le cerveau voilà. Et puis après, dans ma vie, il y a la fondation qu'on a montée avec mon épouse, qui s'appelle Araok, en avant en breton. Je ne sais pas s'il y a des bretons dans la salle. C'est toujours assez facile de dire ça. En général, il y a toujours des bretons, donc ça fait toujours un peu de résonance. Alors c'est ma femme qui est bretonne, pas moi, mais personne n'est parfait. Et voilà, qui intervient sur des causes plutôt autour de la dignité de la personne humaine, notamment pas mal en Afrique. Mais ça, c'est plus un choix personnel de voilà, un moment, quand on a 2 voitures et 3 maisons, on a fait le tour de la question, quoi. Donc c'est gratuit, mais là aussi, hein, c'est ce que j'essaie de dire à des gens qui hésitent, qui ont vendu leur boîte, qui se posent la question de est-ce que je fais un fonds de dotation. Maintenant, c'est le fonds de dotation qui rend les choses d'ailleurs très faciles, enfin très faciles, en tout cas assez faciles. La philanthropie, c'est aussi une manière de s'accomplir et le retour personnel, de voir des gens qu'on aide et qui grandissent. Alors ça arrive aussi dans l'autre sens, mais c'est souvent un retour personnel très fort et qui fait de vous une meilleure personne, à la fois sur le plan de j'allais dire presque de l'éthique, mais aussi sur le plan de l'efficacité. Donc, dans la foulée de la gratuité, l'engagement. On constate ces dernières années que beaucoup de chrétiens prennent des responsabilités régionales, nationales. Nous sommes tous les 4 chrétiens ici. Et je voulais vous poser la question à tous les 3. En quoi le fait d'être chrétien a contribué consciemment ou inconsciemment à votre envie de vous engager et de donner, voire de se donner? Geoffroy. Il doit y avoir une phrase de l'Évangile, alors je cite ça devant l'aumônier, donc j'espère que je ne vais pas me faire corriger, mais un moment, je crois que Jésus dit l'homme ne vit pas que de pain et d'eau, ou d'eau de pain, je ne sais pas dans quel sens d'ailleurs, dans quel ordre. Donc il y a un peu cette idée-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se satisfaire simplement d'un travail, d'une famille. Et je retiens la phrase du slam là, il ne faut pas rester spectateur. Oui. Au fond, je vais le dire comme ça, j'ai vu trop souvent de dîners, entre guillemets, dîners en ville, de patrons, de 4 dirigeants, râler, se plaindre de la France, des hommes politiques, de ceci, de cela, qui n'allaient pas. Mais quand on leur demande qu'est-ce qu'ils font pour changer les choses, là tout de suite, un petit mouvement de recul sur la chaise. Il y a un peu moins de monde. Donc il y a 2 manières de faire du sport. Il y a rester assis devant sa télé et regarder un match, et puis il y a descendre sur le terrain. Voilà. Voilà. Laurence, en quoi le fait que tu sois chrétienne génère un effet conscient ou inconscient dans ton engagement? Alors, je vais être très franche, c'est inconscient. En tout cas, ça l'était jusqu'à ce matin. Donc, merci. Applaudissez-la. Ça commence à être intéressant. Je savais que Philippe viendrait me chercher là-dessus. Donc, en fait, je crois que ces valeurs chrétiennes, elles ont toujours fait partie de ma vie. Je les ai peut-être... J'ai pas su répondre peut-être toujours à leur appel. Je vais être aussi très franche. Par contre, quand je regarde ma vie maintenant, y compris professionnelle, avec un petit peu de recul, et surtout ces 12 dernières années, je me dis qu'en fait, le Pulse, toutes les pièces étaient là, et que ces valeurs inculquées, cet amour de l'autre, ce goût des autres, cette envie d'engagement, finalement, c'est justement ces valeurs chrétiennes qui font partie de mon éducation, du monde dans lequel j'évolue. Et puis, contrairement effectivement à ceux qui font comme ça dans les dîners en ville, même si quand on travaille dans une société ou une association et que ça a du sens, c'est pas tous les jours facile non plus. Hein. Et ben voilà, c'est à sa place. Je crois que je suis à ma juste place. Donc maintenant, c'est très conscient. Et peut-être que vous aurez un nouveau membre, une nouvelle membre. Voilà. Je fais mon coming out. Bon. Olivier, je vais être direct. Est-ce que tu as envie d'adhérer aux EDC? Tu peux y aller direct.
Non, plus sérieusement, je reviens. Je connais pas le montant de la cotisation. Oui, oui. Ça va s'arranger, si tu veux, c'est défiscalisé, donc ça se passe bien. Donc, en quoi Demande la gratuité, Olivier. Oui, Olivier, le fait d'être chrétien. D'abord, il faut que je vous raconte un truc, parce qu'on a fait la connaissance, Philippe et moi, il y a 4 ans. Ouais. Et il était devenu président des SDC et moi président de Réseau Entreprendre. Et on se voit, et il me dit tu sais pas, tous les présidents, ils sont tous cathos. MEDEF, CPME, tout ça, on est tous cathos. Et c'est vrai. Et en fait, c'est vrai. Voilà. Après, il fallait chercher pourquoi on aurait pris. Alors, pourquoi, ouais. Alors, donc là, j'ai été réfléchir aussi. D'abord, Réseau Entreprendre, c'est un mouvement qui a été créé par des entrepreneurs chrétiens. Oui, donc déjà, c'est une première raison. La deuxième, alors j'ai été chercher assez loin aussi, et je me suis dit que président d'une association, en fait, c'est pas comme président de sa boîte. Président d'une association, c'est je suis au service de tous les autres. Je vous laisse réfléchir à ça. C'est très important. Ça veut dire que peut-être que mon côté éducation judéo-chrétienne, oui. C'est plus simple que dire, eh bien, fait que j'ai pris beaucoup de plaisir à être appelé à être président de Réseau Entreprendre parce que c'était une place où on se met au service des autres. Et l'autre point, je pourrais compléter, c'est que quand tu as pris cette présidence, tu m'as dit, mais je voudrais les livrets de la pensée sociale chrétienne parce que j'ai besoin d'en être nourri pour prendre mon mandat. Alors, ouais, sauf que je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était déjà fait. Merci. Vous pouvez les applaudir tous les trois pour cette question. Alors, on va se rapprocher de la fin. On va se rapprocher de la fin. Une question, je vous rassure, qui ne fait pas mourir, mais qui était intéressante de se poser, c'est de se dire, à la fin de ma vie, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir fait d'essentiel? S'il me restait quelques heures, quelques semaines. Alors, on va enchaîner avec Laurence. Maintenant qu'elle est dans le coup, elle est quasi membre. C'est une question importante. Non, il n'y a personne derrière moi. Écoutez, je crois que, voilà, je l'ai dit, grâce à Éric Le Serre, quand même, je suis là aujourd'hui. C'est une rencontre d'un mécène, à un moment donné, à une association donatrice. Et puis, il m'a dit, je suis très engagée aussi, je suis partie d'une association. J'en avais jamais entendu parler. Et donc, je me suis intéressée au sujet. Et donc, je me dis aujourd'hui que voilà, je vais assumer. Et pour les 15 prochaines années qui m'attendent dans ma vie professionnelle, d'être une dirigeante chrétienne. Et ça, je pense honnêtement que ça va changer ma vie. Voilà, c'est pas du tout les applaudissements que... Voilà, je suis très sincère dans ce que je vous dis, avec beaucoup d'humilité. Moi, je sais pas, il y a quelque chose là qui me transporte. Donc, je suis comme ça. Merci beaucoup. Olivier. Vous pouvez répéter la question? Je peux te reposer la question. Imagine que tu te rapproches de la fin de ta vie, on te dit il te reste 15 jours. Qu'est-ce que tu aimerais avoir fait pour que ta vie ait eu du sens et que tu aies amené cette meilleure contribution au monde? Alors, d'abord, j'espère que ma famille me regrettera. Oui. On est d'accord. Allez, bon, ça c'est fait. Alors, au niveau professionnel, j'ai une marotte aussi, moi, c'est que je pense que quand on est dirigeant de sa société, comme disait tout à l'heure Geoffroy, on se la joue pas mal, on a un certain ego, voilà, une belle entreprise, voilà, on se dit, voilà, il a créé sa boîte, c'est super, etc. Alors que quand on est engagé au niveau du milieu associatif, on n'est pas quelqu'un d'important, on est quelqu'un de bien. Voilà. Eh bien, voilà. À la fin de ma vie, si on pouvait dire c'était quelqu'un de bien, ça m'irait tout à fait. Ok. Et Geoffroy? Alors, je vais prendre un petit risque. Je voudrais pouvoir répondre à une question que j'espère mon créateur me posera. Alors, c'est une référence à l'Évangile.
Il y a deux versions. Là aussi, je parle sous le contrôle bienveillant, j'espère. C'est l'évangile des talents. Moi, chacun a dans l'évangile son évangile préféré, sa parabole préférée. En l'occurrence, il y en a deux. Il y en a une chez Matthieu et une chez Luc. Il y en a une où il donne les mêmes nombres de talents à tout le monde. Et je crois que c'est Luc. Et l'autre où il donne 10 à l'un, 5 à l'autre. Et je vois le père est un peu perplexe. Bon, alors là, je suis en train de... Et Geoffroy, c'est vrai. Si, je vois, il y en a un qui donne 10 talents à tout le monde et l'autre, il change. Oui, il redonne, ouais. Bon, bref. Bon, et donc, vous connaissez, je pense... Geoffroy, admettons qu'il t'en ait donné 5. Oui. Alors, 5... Admettons qu'il t'en ait donné 5. 5, c'est bon parce que dans l'évangile, il renvoie 5 et donc le maître lui dit, bon serviteur, tu auras une place à mes côtés. C'est croissance plus, ça. Et donc... ouais. Ça dépend du taux de rendement sur combien d'années, je suis d'accord. Et donc voilà, au-delà de cette boutade, c'est la vie éternelle. Qu'as-tu fait de tes talents? C'est un peu la question à laquelle je voudrais pouvoir répondre. C'est-à-dire, il y a plein de manières de vivre sa vie, il y a plein de gens doués qui font des choses pour eux, tant mieux pour eux. Il y a plein de gens pas doués qui au contraire accomplissent des grandes choses et je trouve que c'est la question à laquelle on est tous amenés à répondre et proportionnellement, probablement plus quand on est dirigeant d'entreprise et donc en responsabilité. Parce que forcément, le levier qu'on a, évidemment à la taille de l'entreprise, etc., est forcément plus important. Donc cette question, j'espère pas avoir à y répondre trop tôt, mais enfin, j'aurai y répondre un jour. Mais j'espère avoir y répondre, parce que c'est notre espérance. Ouais. Merci. Et la dernière question que je voudrais vous poser à chacun de vous trois, rassurez-vous, rassurez-vous, ça va bien se passer. C'est simplement le thème de nos assises, c'est agir en espérance, c'est un monde à l'autre, agir en espérance. Vous avez compris qu'il y avait beaucoup d'espérance dans la salle, mais j'aimerais encore la conforter. Quelles seraient les 3 propositions, 3 actions que vous pourriez proposer? Si on a une ou deux, on prendra une ou deux. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire qui fait que chacun repartira vraiment avec l'envie de transformer ce monde et de penser aux générations futures? C'est moi qui commence encore? D'accord. Ouais. Oui, j'en ai trouvé que ça se passait pas mal quand tu commençais. La première chose, c'est aussi de passer le relais, c'est-à-dire que je pense qu'on a tous la capacité à peut-être transmettre, et transmettre un peu mieux, voilà, avoir l'envie de s'améliorer. La deuxième chose, c'est effectivement ne pas perdre espoir, parce qu'on pouvait paraître un peu pessimiste au début de la table ronde. En fait, non, on est plein d'optimisme quand même. Et l'engagement, c'est justement beaucoup d'optimisme, sinon on ne s'engagerait pas. Donc ça, pour moi, c'est un pilier de l'espérance. Et puis la troisième chose, c'est de continuer à avoir de la relation humaine, parce que ça m'a beaucoup manqué, moi, pendant ces 2 dernières années. Et voilà, je pense qu'on est porté collectivement, et l'espérance, il faut qu'elle soit portée collectivement, même si individuellement, on y travaille chacun. Olivier, toi qui avais envie de faire passer un message d'optimisme, ça tombe bien. Oui. N'hésite pas. Super, ça finit mieux que ça a commencé. Alors, les raisons d'espérer, je savais que tu allais poser cette question-là, on me l'avait dit, donc je savais réfléchir un peu. Moi, j'en ai une vingtaine, mais il faut en dire que 3. Bon, oui. Alors, au moins une vingtaine. Les plus importantes. Les plus importantes. Voilà, la première raison d'espérer, bien sûr, je la vois au sein de Réseau, la façon dont on est accueilli, c'est que voilà, on a une reconnaissance du rôle de l'entreprise. Et ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas vu ça dans la société. Enfin, tout le monde a compris que voilà, c'est avec les entreprises qu'on s'en sortira. C'est ma première raison d'espérer. La deuxième raison d'espérer, c'est la résilience qu'on a tous montrée. Voilà, il vient de se passer quand même des années absolument incroyables. Moi, j'ai jamais vécu ça de ma vie, ni de ma carrière. Et voilà, et on est tous là. Et on est, à titre personnel, on est résilients, mais nos entreprises ont été résilientes et l'État voilà, a été résilient. Donc c'est la deuxième raison d'espérer. Et puis la troisième raison d'espérer, c'est bien sûr la jeune génération. Donc nous, on voit arriver des porteurs de projets chez Réseau Entreprendre, des jeunes porteurs de projets. Eh bien, leurs projets, ce sont des projets sur l'entreprise sociale, sur l'ESS, pardon, sur l'inclusion, sur l'impact, sur comment innover pour trouver des solutions pour notre planète. Voilà. Et bien, tous ces jeunes, en fait, tous ces jeunes apporteurs de projets, eh bien, en fait, pour nous, c'est une vraie raison d'espérer. Geoffroy. Merci, Olivier.
Bon, j'ai pas d'action à proposer, ou en tout cas, un peu comme pour les politiques, je crois que chacun a ses micro-actions dans son entreprise, dans son contexte. Moi, ce qui me frappe, c'est la domination, notamment dans cette campagne présidentielle, d'une forme de nostalgie et de c'était mieux avant. Et je vous assure, c'était pas mieux avant. C'est vrai que quand on regarde les images de la guerre en Ukraine, on a l'impression que le monde va vers une histoire tragique, mais en réalité, si on dézoome, si on regarde l'ensemble du monde, si on regarde l'état du monde, et je sais que c'est difficile à entendre et aussi difficile à croire, le monde va mieux qu'il y a 50 ans et beaucoup mieux qu'il y a 200 ans. Ne serait-ce que par l'espérance de vie, ne serait-ce que par la malnutrition qui recule dans le monde. Elle est encore présente, mais elle recule dans le monde. Alors, il y a peut-être un problème avec le B. Et donc, le monde va vers une histoire meilleure et pas vers une histoire pire, même s'il y a des soubresauts, même s'il y a des... Et au fond, c'est le génie humain qui fait ça. C'est l'énergie. Et moi, j'ai été, je ne sais pas comment le dire, ébloui, c'est peut-être le meilleur mot, par ce qui s'est passé pendant le Covid, parce que pour la première fois, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu une union sacrée planétaire, avec des hiccups, avec des petites confrontations, pour lutter contre une menace mondiale. Et c'est assez exceptionnel de ce qui s'est passé. On ne s'en est pas vraiment rendu compte, il me semble. Mais brusquement, tous les labos de la planète travaillaient dans le même sens, échangeaient des informations. Et donc, je vous assure, le monde va mieux. Et oui, il y aura des hauts et des bas. Oui, ce qui se passe à l'est de l'Europe est terrifiant. Mais je pense qu'on va vers un monde meilleur. Merci. Donc ce monde meilleur, nous continuerons aux EDC à le porter avec, en plus des partenaires qui sont là, le CJD, Impact France, les mouvements d'église, les associations les partenaires d'Agir avec les EDC, avec Croissance Plus, avec Acteurs d'Avenir, avec le METI, avec les Bernardins, avec les acteurs d'avenir, avec Entrepreneurs d'avenir, avec les courants de l'écologie humaine et plein d'autres que Pierre pourra ouvrir également. Donc voilà, je vous remercie et je vous demande une standing ovation pour nos 3 intervenants qui se sont livrés. Toi.